Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 4 thèmes dont j'ai envie de vous parler. D'abord, je vous parlerai de l'Algérie et de la montée des tensions qui existent en ce moment en France vis-à-vis de l'Algérie, avec certains qui, semble-t-il, veulent recommencer la guerre d'Algérie. Je ne vois pas comment on pourrait le dire autrement, puisqu'ils ne cessent de parler de ce sujet. Mon deuxième point, ça sera la question de la guerre en Ukraine et la nouvelle situation que nous vivons après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Le troisième sujet, je vous parlerai de l'ARCOM et de sa décision de ne pas renouveler la diffusion de la chaîne C8 sur les canaux TNT. Et puis enfin, je vous parlerai des artistes qui s'engagent, notamment sur le sujet de la Palestine et sur le sujet de la guerre au Congo, parce que je trouve que c'est intéressant ce qui est en train de se produire chez un certain nombre d'artistes. Mais avant de commencer cette vidéo de la semaine, je veux remercier les 4000 personnes qui se sont abonnées grâce à la précédente vidéo. Bah ouais, 4000 personnes, c'est beaucoup sur une vidéo. D'habitude, dans une semaine, c'est autour de 1000, 2000 personnes qui s'abonnent. Là, 4000 juste avec une vidéo. Et je dois dire que j'ai regardé un peu en détail les statistiques parce que la semaine dernière, j'ai eu 31% des gens qui sont venus regarder la vidéo, qui l'ont regardée depuis l'Algérie. Et justement, je parlais du fait que le fils de Nicolas Sarkozy, Louis Sarkozy, voulait brûler l'ambassade d'Algérie. Et je pense que ça a intéressé des gens de l'autre côté de la Méditerranée. Eh bien, je veux vous dire, si jamais vous regardez de nouveau cette vidéo, qu'il y a ici en France des gens qui ne sont pas dans une logique de montée des tensions et qui au contraire sont dans la logique de construire des ponts et des fraternités de part et d'autre de la Méditerranée. J'en suis. Et ma foi, eh bien, si les réseaux sociaux permettent d'avoir ce dialogue et ce discours de part et d'autre de la Méditerranée, eh bien, j'en suis très heureux. Et justement, je vais venir sur ce premier sujet qui est celui de la montée des tensions avec l'Algérie depuis mon pays, la France. Et avant de commencer, eh bien, comme toujours, j'invite celles et ceux qui découvriraient cette chaîne à s'y abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je commence du coup avec mon premier sujet parce que là, on est décidément dans une ambiance de montée des tensions vis-à-vis de l'Algérie. Alors, le dernier élément en date, c'est François Bayrou qui fait une conférence de presse, d'ailleurs assez lunaire, dans laquelle il y a Retailleau qui lui souffle des trucs, il cherche un verre d'eau, il ne le trouve pas. Enfin, tout ça donne une image assez lamentable de notre pays. Mais le principal élément qui est donné par François Bayrou, c'est qu'il va y avoir potentiellement une remise en cause des accords de 1968 que la France a avec l'Algérie, accords qui permettent notamment une facilitation des visas et un certain nombre de facilitations sur le sujet des migrations de part et d'autre de la Méditerranée. Alors, c'est des accords qui ont été largement modifiés, qui ont été amoindris par rapport à ce qu'ils étaient initialement, mais qui font suite à une période de colonisation qui a duré pendant plus d'un siècle et qui donc sont le fruit d'une histoire très particulière de la France avec l'Algérie et qui a donné lieu au fait que pour beaucoup nous avons des familles qui sont mélangées et dans lesquelles il y a des franco-algériens et ma foi, eh bien, c'est le cas de ma propre famille. Donc, voyez-vous, c'est une situation qui n'est pas si non fréquente que cela dans notre pays en France. Il y a dans notre pays, alors c'est difficile, les estimations ne sont pas toutes très claires, mais il y a autour de 2,5 millions de personnes qui auraient au moins un aïeul qui est algérien dans notre pays. Et cette situation particulière, elle est utilisée politiquement par certains qui cherchent en ce moment des boucs émissaires à la situation politique dans notre pays. Alors bien sûr, ils ne vont pas assumer leurs responsabilités politiques sur la question du pouvoir d'achat. Ils ne vont pas dire que c'est eux qui prennent des décisions pour baisser le taux de franchise de la TVA des auto-entrepreneurs, que c'est eux qui ont décidé d'aller taxer les alternants de 24 euros par mois quand ils sont payés 800 euros par mois, avec l'asservissement à la CSG, à la CRDS. C'est eux qui prennent les décisions sur l'augmentation des factures d'électricité, mais bien sûr, ça, ils ne veulent pas en parler. La question de l'abrogation de la réforme des retraites, on n'en parle pas. Non, ce qui les intéresse, c'est d'essayer de provoquer une montée des tensions avec l'Algérie. Alors, il faut dire que l'arrestation de Boualem Sansal, qui est un de nos compatriotes, puisqu'il est franco-algérien, ça n'a rien arrangé, puisque Boualem Sansal a été incarcéré pour les positions politiques qu'il a tenues et que, pour ce qui concerne les Français, on ne peut pas tolérer qu'un de nos compatriotes soit incarcéré pour des positions politiques qu'il a tenues.
Et au minimum, ce qu'on demande, c'est qu'il soit libéré et qu'il puisse revenir en France si jamais l'Algérie n'en veut pas, mais pas qu'il soit incarcéré dans ce pays. Mais il y a donc une augmentation des tensions et certains se servent de tous les éléments qui sont à disposition pour essayer de faire monter les tensions. Le dernier élément en date, c'est un drame qui s'est produit dans notre pays. Il y a une personne qui est de nationalité algérienne qui était placée sous obligation de quitter le territoire français, qui a commis une agression et un meurtre à Mulhouse et qui vraisemblablement, en tout cas le parquet antiterroriste s'est saisi, vraisemblablement a commis cet acte pour un motif terroriste et il a donc essayé de tuer plusieurs personnes. Il n'en a tué qu'une et d'ailleurs je salue le courage de la personne qui s'est interposé. Il s'appelait Lino, c'était un Portugais de 69 ans. Il venait d'avoir la retraite, il s'est interposé et il est décédé parce qu'il s'est fait poignarder par cette personne. Et à partir de cet élément-là, plutôt que de parler de la question de la lutte contre le terrorisme et des moyens qui sont mis à disposition pour lutter contre le terrorisme, plutôt que de parler de ce sujet-là, plutôt que de parler des agressions qui peuvent avoir lieu et des manières de lutter contre les agressions, eh bien non, le sujet qui est posé, c'est la question de la relation avec l'Algérie, parce que cette personne était placée sous obligation de quitter le territoire français et que l'Algérie n'a pas souhaité récupérer un ressortissant de son pays. Et cette situation est extrêmement complexe parce que du coup, compte tenu de cet acte terroriste, eh bien, il y a une volonté de cibler l'Algérie comme, d'une certaine manière, ne participant pas à la protection des citoyens français et comme étant, in fine, une menace pour les citoyens français. Et il y a une manière de mettre toute l'Algérie et tous les Algériens dans un espèce de grand sac de attention, le danger vient de l'Algérie et comme l'Algérie ne récupère pas un ressortissant qui est de son pays, eh bien cela est une cause suffisante pour remettre en cause les accords franco-algériens. Alors le problème c'est que quand on est dans une montée des tensions comme ça, eh bien en face, en Algérie, il y a aussi une réponse qui est une réponse qui est faite par le gouvernement algérien. Et pour le coup, la réponse du gouvernement algérien, elle est assez brutale pour notre pays. Voici ce qui est dit. Dans la montée en cadence de l'escalade et des tensions que la partie française a imprimées à la relation entre l'Algérie et la France, l'Algérie n'a pris l'initiative d'aucune rupture et a laissé à la partie française en assumer seule la responsabilité pleine et entière. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est de notre faute. Et puis ensuite, il y a des choses qui sont dites, notamment, voilà. Enfin, toute remise en cause de l'accord de 1968, qui a été au demeurant vidé de toute sa substance, sera suivie de la part de l'Algérie d'une même remise en cause des autres accords et protocoles de même nature, sans préjudice d'autres mesures que ses intérêts nationaux lui dicteraient d'adopter. Ainsi, l'extrême droite française, revancharde et haineuse, aura réussi son pari. La relation algéro-française qu'elle a prise en otage aura été mise au service de basses œuvres politicienne indigne d'elle. Bah moi, ça me fait pas plaisir de lire ça à propos de mon pays. Ça nous met dans une situation qui est une situation difficile. Parce qu'on a de part et d'autre, en France et en Algérie, des gouvernements qui s'adonnent finalement à cette montée des tensions. Et eh bien, pour ce qui nous concerne, nous, les gens qui, eux, n'ont pas envie d'une montée des tensions, qui, eux, ont des relations fraternelles, parfois familiales, avec en Algérie, en France, et des franco-algériens de part et d'autre de la Méditerranée. On n'a pas spécialement envie de cette montée des tensions-là. Et on voit bien, nous, à ce que ça sert politiquement de faire cette montée des tensions. Et je voudrais vous donner quelques chiffres parce que je sais qu'il y a beaucoup de compatriotes qui se laissent assez rapidement entraîner sur les logiques d'escalade. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est tous les gens qui parlent d'immigration sans arrêt et qui, au final, ne ciblent que cette chose-là comme la source principale des problèmes. En fait, il y a des données qui sont des données assez précises sur l'immigration. Là, j'ai pris le rapport, les chiffres clés de l'immigration 2023, qui est un rapport du ministère de l'Intérieur. Vous voyez, moi, je suis bosseur, donc j'ai tout fiché et j'ai tout mis. Mais vous avez tout. Vous avez tout sur le nombre de titres qui sont donnés et qui sont en circulation. Alors, l'Algérie, c'est le premier pays d'origine dans lequel on a des titres de séjour en France. Vous avez 646 462 personnes qui ont un titre de séjour, qui sont algériens et qui ont un titre de séjour en France. Vous avez aussi les chiffres sur les primo-délivrances. Et sur les primo-délivrances, eh bien, l'année dernière, par exemple, on a eu 31 943 primo-délivrances de titres de séjour d'Algériens en France. C'est pas la première nationalité.
La première nationalité, c'est le Maroc. Et puis vous avez comme ça une série de chiffres qui sont donnés. Et il y en a un qui m'a bien plu, c'est sur les visas. Parce que les visas, vous avez du détail qui est donné. Et alors, il n'y a qu'une seule ligne qui concerne, dans ce grand rapport sur les chiffres clés de l'immigration, vous avez qu'une seule ligne qui concerne les accords de 1968. Et c'est 6898 personnes qui sont concernées par ces accords de 1968 au regard des chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, en réalité, il y a des gens qui rentrent dans le cadre des accords, mais parce que plus ou moins ça correspond à d'autres situations qui sont similaires. Mais vous voyez qu'à l'intérieur même du rapport du ministère de l'Intérieur, la seule fois où c'est mentionné en disant bon bah il y a un détail qui est fait entre les Algériens et les autres, c'est sur, et accrochez-vous, des conjoints algériens de ressortissants français, c'est-à-dire la possibilité pour les gens tout simplement de vivre avec leurs proches. Et ce rapport, moi je vous invite à aller le consulter parce qu'il vous donne du détail sur les raisons de l'immigration dans notre pays, sur les raisons économiques, sur les raisons d'études, sur le regroupement familial, sur les raisons humanitaires. Et vous allez voir en le regardant que ça correspond absolument pas à cette espèce de mise en avant de tension qui ne vise qu'à une chose, qui est d'essayer de faire en sorte que on se batte les uns avec les autres, qu'il y ait une montée des tensions entre nous, et que plutôt que de regarder ce qu'on peut faire de manière solidaire de part et d'autre de la Méditerranée, eh bien, on s'adonne à une espèce de montée en puissance des tensions, et jusqu'où, eh bien, justement, c'est toujours la question. C'est pour ça que je dis que certains veulent recommencer la guerre d'Algérie. C'est qu'il ne faut jamais se laisser entraîner dans ce genre de mouvement. Parce que ce genre de mouvement, il a un objectif à la fin. Il finit toujours de la même manière. Si jamais vous laissez monter les tensions, si jamais vous laissez monter la détestation, et que pour des désaccords gouvernementaux finissent par exister des désaccords entre les peuples eux-mêmes, alors à la fin, vous aurez tout préparé pour avoir une logique de recommencement de la guerre. Et pour ma part, eh bien, j'y suis évidemment fortement opposé et je préfère qu'on travaille ensemble plutôt que séparément. J'aborde maintenant mon deuxième sujet qui est là aussi une question de montée des tensions qui a mené à la fin jusqu'à une guerre, parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, elle a des racines dans le passé qui remontent assez loin, avec aussi y compris des agressions russes qui avaient eu lieu dans le passé. Mais il y a une nouvelle situation dans cette guerre qui s'est déclenchée du coup il y a maintenant 3 ans, une nouvelle situation qui existe suite à l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, parce que Trump a décidé d'adopter une position diplomatique totalement différente de celle qui préexistait avant son élection et qui était notamment celle qui avait été encadrée par Joe Biden. Pourquoi est-ce que Trump est dans une logique différente? Eh bien parce que lui, il entre dans une relation directe avec Poutine et il a notamment passé un très long appel le 12 février, je crois, oui, le 12 février, à Vladimir Poutine pendant 90 minutes dans lesquelles ils ont abordé un certain nombre de sujets, mais dans lesquels un des sujets était la question de l'Ukraine et du coup de comment aller vers la paix en Ukraine et comment aller vers une situation de négociation. Oui, sauf que, eh bien, Donald Trump, il est dans une espèce de logique qui n'est pas celle qui, justement, préexistait sous Biden, où vous aviez un peu cette ambiance de le monde occidental contre les Russes, contre les Chinois, contre je sais pas qui, mais contre les adversaires habituels du monde occidental. Et du coup, Trump prend tout le monde à contre-pied en allant négocier directement avec Poutine. C'était pas arrivé depuis 2022, a priori, qu'il y a un appel téléphonique de ce niveau-là, c'est-à-dire entre le président des États-Unis et le président de la Russie. Et ce renversement qui a lieu côté américain, eh bien, ça prend notamment les Européens de court, parce que les Européens, ils étaient en mode ah, bon bah voilà, on va faire la guerre aux côtés des États-Unis à la Russie en fournissant notamment des armes à l'Ukraine. Mais là, Trump, il est plus du tout dans cette logique-là. Trump, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer dans cette guerre qui est abominable, qui a fait des centaines de milliers de morts, eh bien, c'est d'essayer de tirer son épingle du jeu en récupérant notamment ce qu'il appelle d'une certaine manière ses investissements. C'est-à-dire que l'aide militaire qu'a fourni les États-Unis d'Amérique, on est autour de 120 milliards de dollars, tandis que les Européens, on est je crois à 135 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. C'est des sommes qui sont considérables. Bah, Trump, il dit en gros que c'était pas juste des aides pour faire la guerre, mais que c'était d'une certaine manière un investissement et que maintenant, il attend un retour sur investissement. Et du coup, il se sert de la situation de faiblesse de l'Ukraine pour essayer de négocier des accords avec Zelensky et avec l'Ukraine, qui sont des accords très désavantageux pour l'Ukraine. Et c'est là où on voit que
chez les capitalistes, le seul élément qui importe, c'est la question du profit. Et l'accord qui est proposé à Zelensky par Trump, c'est quelque chose qui est littéralement inacceptable. En gros, ce que veut faire Trump, ce qu'il voulait faire initialement, il voulait que l'Ukraine verse 500 milliards de dollars à un fonds détenu par les États-Unis et que ensuite l'Ukraine rembourse 2 fois le montant de toute aide américaine future. C'est quand même, enfin, je ne sais pas si vous imaginez le niveau de brutalité que représente l'entrée dans la négociation qui était faite par Donald Trump. Et maintenant, ce qu'il propose, aux dernières nouvelles, hein, ça peut encore évoluer, mais ce qu'il propose aux dernières nouvelles, c'est d'avoir un accord dans lequel il y aurait la création d'un fonds d'investissement commun entre les États-Unis et l'Ukraine, fonds qui recevrait 50% des revenus ukrainiens issus de l'exploitation future de certaines ressources naturelles, minerais, hydrocarbures, pétrole, gaz, et de l'exploitation des infrastructures telles que les terminaux méthaniers et les ports. C'est-à-dire, c'est littéralement un accord de vassalisation de l'Ukraine, où vous avez un impôt qui va être prélevé par les États-Unis sur les bénéfices qui seraient réalisés par l'Ukraine sur notamment ces minerais. Et il y a la question des minerais qui est posée. Et Trump, ce qu'il souhaite dans cette négociation, c'est de sécuriser un accord aux métaux rares et à certains minerais pour son pays, les États-Unis. Donc c'est vraiment littéralement, Trump est en train d'utiliser la guerre pour servir les intérêts des États-Unis d'Amérique et des capitalistes américains. Bah ça c'est typiquement ce que nous, on craignait avec la France insoumise depuis le début. Et raison pour laquelle, depuis le début avec la France insoumise, et quoi que nous ayons été moqués, quoi que on nous ait dit que nous étions, je sais pas quoi, les amis de Poutine et je ne sais quelle encore idiotie dans le genre qui nous sont régulièrement dites, eh bien depuis le début, ce que nous disons avec la France insoumise, c'est que petit 1, il faut que la France développe une forme d'indépendance pour pouvoir être au service de la paix. C'est-à-dire que si la France est dans la roue des États-Unis d'Amérique, eh bien quand les États-Unis d'Amérique deviennent une puissance qui est une puissance, enfin quand les États-Unis deviennent une puissance, ça l'a toujours été une puissance impérialiste, mais disons quand il y a un président des États-Unis d'Amérique qui est encore plus impérialiste que celui d'avant, eh ben vous retrouvez dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire vous comptiez sur un allié militaire et un partenaire économique, et badaboum, votre allié militaire et votre partenaire économique, il vous dit débrouillez-vous au mieux, hein, parce que c'est pour l'instant ça qu'il dit. Il dit pour la partie sécurité, l'Europe a qu'à se débrouiller pour assurer la sécurité de l'Ukraine. Par contre, pour la partie bénéfice économique, les États-Unis d'Amérique vont tout prendre. Voilà, bonjour le résultat d'avoir été dans la roue des États-Unis d'Amérique et de s'être mis dans l'OTAN, de s'être mis dans ces accords militaires qui, au final, asservissent d'une certaine manière nos pays aux États-Unis d'Amérique. Et bah, depuis le début, on vous dit avec la France insoumise qu'il faut que la France soit une puissance indépendante, que la France est respectée quand elle est dans la capacité d'avoir un rôle au service de la paix et de ne pas être dans la roue de telle ou telle organisation qui, elle, a un intérêt à la guerre ou qui a un intérêt à la sortie de la guerre par une forme d'asservissement économique qui est inacceptable. Voilà. Bah, je sais pas, vous irez lire tous les trucs qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet. Et notamment, il avait écrit un très beau document dans une revue de défense sur, justement, ça s'appelait comme ça s'appelait Une France indépendante au service de la paix. C'est un article qui est toujours disponible en ligne et je vous invite vraiment à aller lire ça parce que c'est des positions qui sont des positions que nous défendons depuis le début et qui malheureusement ne sont pas suivies, sont moquées, sont transformées en autre chose que ce qu'elles sont. Et pareil, depuis le début, nous disons qu'il faut avancer vers une négociation qui soit une négociation qui aboutisse à la paix et que les négociations dans une guerre doivent nécessairement se faire avec les ennemis. Et on nous disait mais non, vous êtes du côté des Russes, vous voulez discuter avec les Russes, vous êtes du côté des Russes. Bah en fait non, si vous voulez faire la paix et que vous voulez la faire dans des conditions qui sont justement pas inadmissibles et déplorables, eh bien il faut entretenir des canaux diplomatiques qui permettent justement d'aboutir à des situations de sortie du conflit. Là, vous allez le principal risque qu'il y a désormais pour l'Ukraine, c'est qu'il y ait une sortie du conflit qui se fasse par une partie de son territoire qui est annexée par la Russie, plus une partie de son économie qui est annexée par les États-Unis d'Amérique. Bonjour le résultat de ceux qui nous ont dit
que nos propositions n'étaient pas des propositions qui étaient à la hauteur dans cette situation-là. J'attends que ceux qui nous ont dit qu'il fallait tout faire avec les États-Unis nous expliquent comment on fait maintenant avec Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, particulièrement, et je finirai là-dessus sur ce sujet, particulièrement au moment où vous avez, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, des dirigeants politiques qui, eux, trouvent que ce que fait Trump, bah, finalement, c'est pas si mal. Et que, bah, comme eux-mêmes sont d'extrême droite dans leur pays, bah, ils ont tendance à vouloir soutenir l'international de l'extrême droite. Donc, du coup, Giorgia Meloni, elle est devenue très silencieuse sur la question de l'Ukraine, de même que Viktor Orban, qui lui a toujours plus ou moins été du côté des pouvoirs autoritaires. Et ça vous montre à quel point l'extrême droite n'est pas une puissance de souveraineté. L'extrême droite, au contraire, est une puissance d'alignement sur le plus puissant du moment, et à condition que ce plus puissant soit dans une logique, lui aussi, d'extrême droite. Et voilà comment des dirigeants d'extrême droite qui prétendent défendre l'indépendance et la souveraineté de leur pays, en réalité, sont devenus parmi les pires pour l'alignement sur les intérêts économiques des États-Unis d'Amérique. Donc je vous invite vraiment à regarder ça en détail parce que on vit un moment politique qui est très particulier et sur lequel il faut évidemment s'informer en détail pour éviter de sombrer dans l'espèce de gloubi-boulga médiatique dans lequel on nous raconte finalement des choses qui sont assez décevantes et qui ne permettent pas de penser en détail les situations. Justement, eh bien, on va aussi parler de médias maintenant avec la décision qui a été prise en novembre, c'était en décembre, c'était le 12 décembre 2024 par l'Arcom de ne pas renouveler la capacité d'émission de la chaîne C8 sur la TNT. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu depuis? Alors, il y a toute l'extrême droite qui est là en train de verser des grosses larmes en disant bouh, c'est vraiment la gauche contre la liberté d'expression, ils ont fait fermer tout ça. L'Arcom, c'est la gauche, et ben, ils ont qu'à voir comment nous, on est traités sur les chaînes de télévision et la manière avec laquelle l'Arcom fait respecter la loi et l'ordre pour qu'il y ait une forme d'égalité du traitement des insoumis vis-à-vis des autres sur les chaînes de télé. Mais enfin bon, admettons, dans le monde de l'extrême droite, l'Arcom est une force socialiste, voire communisante, qui donc empêche la liberté d'expression des gens d'extrême droite. Oui, mais sauf que c'est pas ça qui s'est produit en fait. Et il va falloir à un moment donné que les gens d'extrême droite comprennent que les lois sont aussi faites pour eux. Alors je sais que c'est bizarre comme truc, mais la loi s'applique à tout le monde. Il y avait même Monsieur Ciotti qui se plaint aujourd'hui beaucoup qui se plaint beaucoup de la situation de C8, qui avait fait lui une proposition de loi sur le sujet pour dire que la loi devait être respectée par tout le monde. Alors je m'étais bien moqué de lui. Vous pouvez retrouver mon intervention sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Je crois qu'elle est aussi sur YouTube. Ça commençait par Monsieur Ciotti, vous êtes ridicule. Parce que vraiment, je lui dis ça. Je lui dis, vous avez inventé un principe génial. La loi doit être respectée par tout le monde. Parce qu'évidemment, encore une fois, il était en train de dire que les étrangers ne respectaient pas la loi. Hein. Forcément, c'était la faute des étrangers si la loi n'était pas respectée. Mais sa proposition de loi revenait à ça, revenait à dire, il faut respecter la loi et elle doit s'appliquer à tout le monde. C'était vraiment un ridicule absolu. Ridicule total. Donc si vous voulez, vous pouvez aller regarder mon intervention, c'est bien, je me moque un peu. Et puis voilà, mais du coup, ça nous rappelle quand même que l'extrême droite, quand il y a des lois qui doivent s'appliquer à elle, et ben là, elle est plus au rendez-vous. Et donc, j'ai trouvé, et je suis bien content, j'ai trouvé une liste des manquements aux obligations légales de C8. Il y a eu quand même, depuis 2012, il y a eu 36 alertes et sanctions qui ont été émises par l'Arcom. Et ça, c'est le sujet sur lequel je veux vous alerter. Ils sont tous en train de dire la gauche s'en fiche que 400 personnes se retrouvent sur le carreau, qu'elles perdent leur emploi, etc. Mais attendez, c'est pas l'Arcom qui est responsable du fait qu'elle n'a pas renouvelé la capacité de C8 d'émettre sur la TNT. C'est les dirigeants de C8 et en particulier Cyril Hanouna qui n'ont respecté aucune des règles qui permettent d'émettre sur la TNT, qui se sont sentis tout puissants et dans l'incapacité de se faire sanctionner quand ils bravaient la loi. C'est eux qui n'ont pas respecté les règles. C'est eux qui ont pris la décision de, in fine, ne plus pouvoir émettre sur C8, vu qu'ils avaient eu des alertes et que juste ils pensaient qu'il n'y aurait pas de sanctions. Mais ça, les amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie. La vie, c'est quand il y a des règles, quand vous respectez pas les règles, vous êtes sanctionné. Et ça me permet au passage de dire une chose sur le sujet, c'est que souvent j'entends dire que la gauche serait laxiste, je ne sais quoi, sur le respect de la loi. Bah non, ce qu'on veut, nous, c'est que la loi soit bien faite et que quand
elle n'est pas respectée, elle soit réellement appliquée, mais qu'elle soit appliquée de manière uniforme, qu'il n'y ait pas certains qui soient punis pour des délits qui vont parfois être des délits assez légers. Je me souviens notamment pendant les révoltes urbaines où il y avait des gens qui avaient été sanctionnés de peine de prison ferme pour avoir volé des canettes de Red Bull dans des magasins qui étaient par ailleurs complètement détruits par des gens qui avaient tout cassé. Bon, bah, punir de prison ferme quelqu'un qui vole une canette de Red Bull et ne jamais punir ceux qui font de la fraude et de l'évasion fiscale et qui coûtent des millions et des milliards d'euros à notre pays, je trouve que le ratio est quand même un peu particulier. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien de voler des canettes. Je suis en train de vous dire que je trouve que la loi doit être la même pour tous. C'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Eh ben voilà, des fois elle protège, des fois elle punit. Quand elle punit, j'arrive à comprendre qu'elle punisse quelqu'un pour avoir volé une canette, mais j'arrive pas à comprendre qu'elle punisse pas les gens qui nous font les poches et qui nous coûtent des milliards d'euros. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Et je comprends pas non plus pourquoi on crée pas des postes, par exemple, de contrôleurs fiscaux, compte tenu du fait que c'est des postes qui rapportent de l'argent. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de louche dans cette histoire. C'est que si jamais on continue à détruire des postes de contrôleurs fiscaux, c'est qu'on a trop d'argent. Hein, c'est ça, ça doit être ça. Et à la fin, c'est tout le monde qui paye les pots cassés, des gens qui ne veulent pas payer leur part d'impôt. Donc, la question du respect de la loi et du respect des règles, c'est vachement intéressant et vous n'avez pas fini de nous en entendre parler. Mais du coup, C8 n'a pas respecté les règles. Et je vous donne quelques exemples de trucs qu'ils n'ont pas respectés. Publicité clandestine pour une marque. J'ai trouvé ça sur un tweet qui était vachement bien fait. On va vous mettre le tweet en lien, mais j'ai trouvé que c'était génial. Publicité clandestine pour une marque. Présentation de personnes handicapées en situation de handicap comme des toxicomanes. Insulte contre une mineure et sa mère. Non-respect de l'obligation d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Insulte envers un élu, une élue. Non-dissimulation de marque sur les vêtements. Insulte envers un élu, probablement Louis Boyard. Diffusion de photos dénudées d'une animatrice, non-respect du principe de respect de la vie privée et de l'obligation de lutter contre les discriminations. L'animateur de TPMP pose la main d'une chroniqueuse sur son pantalon, on va dire, sans son consentement. Non-respect de l'obligation de retenue dans la diffusion d'images susceptibles d'humilier des personnes. Non-respect des règles relatives aux modalités d'apposition de la signalétique jeunesse. Non-respect de l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours. Promotion dissimulée d'une compagnie aérienne. Baiser non consenti d'un chroniqueur sur la poitrine d'une invitée. Non-respect de l'obligation de respect du pluralisme politique en période électorale, baiser forcé et attouchement sur une chroniqueuse, invitation de faux policiers de la Bravem, dépassement du temps publicitaire, diffusion d'un film anti-avortement à 1 heure de grande écoute, non-diffusion de journaux et de flashs d'information, diffusion d'un reportage falsifié. Et la liste pourrait continuer, mais c'était ça la liste qu'il y avait dans le tweet, donc je trouve que voilà, ça peut être intéressant quand même. Donc toutes ces règles-là, elles doivent être respectées. Et si vous ne respectez pas les règles, et ben, quand vous êtes un citoyen et que vous ne respectez pas la loi, vous pouvez être puni d'une amende, d'une peine de prison. Quand vous êtes une chaîne de télé qui a le droit d'avoir un canal d'émission sur la TNT et que vous ne respectez pas les règles, ben, vous avez plus votre canal d'émission sur la TNT. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut respecter les règles et sinon, bah, si vous ne respectez pas les règles, il y a des sanctions. Bon, bah voilà, bah, c'est pas très compliqué. Et je m'étonne que la droite et l'extrême droite défendent les délinquants quand même. C'est dramatique, cette forme de laxisme vis-à-vis de la délinquance en col blanc sur les chaînes de télé, les plateaux télé. Quand même, c'est choquant. Bref, voilà ce dont je voulais vous parler parce que vraiment, j'ai trouvé que c'était... Enfin, il y a un petit manque de cohérence quand même du côté de l'extrême droite que je voulais signaler. Je termine très rapidement avec 2 thèmes, parce que là, il est 11h58 au moment où je tourne la vidéo. Je devrais être parti depuis 25 minutes et je vais être en retard à mon prochain rendez-vous. Mais du coup, je termine avec un petit sujet qui est les artistes qui s'engagent au sujet de situations de conflits internationaux. Je veux notamment vous inviter à regarder 2 vidéos. La première vidéo, c'est un clip qui est sorti sur la question de la guerre au Congo, qui s'appelle Free Congo et qui fait participer plusieurs artistes, Gradure, Nino, Jossman, Youssoupha, Kalash Criminel et Damso. Ils ont décidé de faire un clip tous ensemble pour alerter sur la situation de la guerre au Nord Kivu, qui a fait plusieurs millions de morts, qui est une guerre
on n'entend presque jamais parler, qui est donc le Nord Kivu, c'est dans la zone nord-est du Congo. Et il y a un mouvement qui s'appelle le M23, qui est financé par le Rwanda de Paul Kagame, qui a envahi cette zone-là. Et la question qui est derrière, c'est la question des minerais, notamment du cobalt. Et là encore, c'est des volontés de capitalistes, de gens qui veulent faire du profit en exploitant les ressources minières, y compris s'il le faut, par la guerre, par la brutalité, par l'envahissement de son voisin. Et malheureusement, le sujet de la guerre du Congo est un sujet qui est trop peu évoqué dans la scène médiatique et politique nationale. J'en avais parlé il y a déjà quelques temps. Je vous en reparle parce qu'il ne faut pas perdre de vue que cette guerre continue et qu'elle a provoqué des millions de déplacés. Et du coup, je trouve que c'est en plus des millions de morts de cette guerre. Et donc, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait des artistes, qui sont des artistes très connus, qui décident de s'engager sur ce sujet. Et je vous invite à aller regarder cette vidéo. Autre vidéo que je vais vous inviter à aller regarder. Alors là, c'est vraiment, pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humour. Parce que l'humour, c'est une manière de faire retenir les choses. Jean-Luc, il dit souvent ça d'ailleurs. Il dit, ouais, l'humour, quand il y a de l'humour, on retient mieux les choses. Bah, c'est assez vrai. Et il y a un clip, pas un clip, pardon, il y a une vidéo, un sketch, voilà, je cherchais le mot, de Omar Sy et Walidia, qui parle cette fois-ci de la question de la Palestine. Alors, en soi, le sketch, ça démarre. Je peux pas vous diffuser les images parce que malheureusement, je crois qu'elles seraient coupées, mais c'est dommage. Et je vais encore une fois vous inviter à les regarder. On va vous mettre le lien dans la description et en commentaire épinglé de la vidéo pour que vous puissiez aller la regarder. Donc, le sketch, c'est Walidia qui est là et il y a Omar Sy qui arrive. Et en gros, il lui dit ah, c'est chaud, dis donc, chaque fois que tu prends la parole sur des sujets politiques, après tu te fais insulter par CNews et c'est parti pour un tour. Tu te souviens quand tu avais parlé des violences policières, tu avais dû répondre pendant 3 semaines à Eric Zemmour, je te souhaite pas ça, etc. Et il lui dit en fait, toi ton problème, c'est que si tu parles, on t'attaque, et si tu parles pas, eh ben, on t'attaque aussi. Donc ce qu'il faut, c'est que tu fasses des demi-phrases. Donc ça commence, qu'est-ce que tu penses de Macron? Demande Walidia à Omar Sy. Et il dit, Macron, ça fait 8 ans qu'il nous... Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est, il lui dit, le racisme en France, on en est où? Et Omar Sy répond, on est vraiment dans une situation où il faut absolument qu'on... Voilà. Et le dernier sujet, c'est, je suis désolé, je vous spoil du coup je vous spoil le sketch, mais vous irez le voir par vous-même, c'est vraiment bien. Il lui dit, allez, j'ai plus, donc Walidia, il dit, allez, j'ai plus difficile, Israël-Palestine. Et là, il répond, le plan de Trump et Netanyahou de transformer Gaza en Côte d'Azur, je trouve ça absolument abject, inhumain et honteux. C'est-à-dire qu'il ne fait pas une demi-phrase et qu'il fait une phrase entière dans laquelle il s'engage de manière très forte sur ce sujet-là. Et moi, je voudrais saluer la volonté d'Omar Sy et de Walidia d'avoir porté ce sujet dans l'actualité politique, dans l'actualité artistique, parce que on a besoin d'artistes qui s'engagent sur ces sujets-là. Et donc, j'ai envie de leur dire merci, comme député et comme citoyen, les deux à la fois, parce que vraiment, on a besoin que les artistes s'engagent sur ces sujets et prennent leur place dans le débat public. Parce que ma foi, quand ce sont les artistes qui prennent la parole, eh bien, ça a parfois plus de poids, et je le déplore, hein, j'aimerais bien que bah, moi tout seul j'ai beaucoup de poids, mais ça a parfois plus de poids que quand c'est les politiques qui le font, donc tant mieux quand les artistes décident de prendre la parole, comme l'ont fait à la fois les chanteurs qui ont fait ce clip sur le Congo, et comme l'ont fait Walidia et Omar Sy sur la question de la Palestine. Voilà ce dont je voulais vous parler cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite de nouveau à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine actu politique de la semaine.